Merci pour ces commentaires. Je passe maintenant la parole à l'examinateur, Monsieur Fabien Michel. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présentation qui était quand même tout à fait exceptionnelle. Avec une triade, puisqu'il y a 3 feuilles. Il faudra que vous me disiez en aparté avec quoi vous l'avez fait. Parce que je veux absolument pouvoir faire la même chose. Donc voilà, très pédagogique, effectivement. Présentation très intéressante. Et moi, je ne suis ni spécialiste de l'épidémiologie, Dev, je connais sans l'avoir pratiqué, mais j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à lire cette thèse, parce qu'effectivement, il me semble que c'est tout à fait fondamental de se poser ce genre de questions lorsqu'on fait de la simulation, c'est-à-dire une réflexion de fond sur que veulent dire les modèles, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et comment est-ce qu'on peut améliorer à la fois leur conception, leur utilisation, etc. Donc vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous avez même d'ailleurs, vous l'expliquez dans le document, su changer votre question de recherche au fur et à mesure que vous avez regardé les problèmes apparaître, et ça me semble tout à fait intéressant. Donc moi, le côté qui m'intéresse le plus, c'est cet aspect réflexivité, donc d'analyse du modèle. Et j'ai tout de suite une toute petite première question en fait qui vient des questions qui ont été posées précédemment, parce que je voudrais être sûr de comprendre que le modèle A étoile C, on parlait de validation de ce modèle tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'est pas déjà valide, sachant que c'est le modèle qui génère son comportement. Enfin, l'objet A étoile C, il me semble qu'il peut être utilisé directement. Et en fait, j'aimerais qu'on reparle de cette histoire de validité. Je suis d'accord aussi que l'objet A étoile C peut être utilisé comme objet d'étude, parce qu'on se retrouve avec des objets qu'on construit, typiquement un processus de diffusion dans un graphe, mais qui sont tellement complexes qu'on ne les maîtrise pas non plus, et qu'on va essayer de comprendre le processus de diffusion dans un graphe qu'on a nous-mêmes codé. Donc c'est un modèle parce qu'il représente une image de la réalité qu'on connaisse, par exemple une épidémie qui se propage dans un graphe, ou de l'eau qui coule dans des ramifications. Mais cet objet-là, qui est un système dynamique et qu'on a construit sous forme d'un modèle DEVS, il mérite d'être modélisé et d'être étudié, quoi. Donc je suis d'accord aussi que la validation, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, la validation du modèle A étoile C n'est pas forcément indispensable pour pouvoir se poser des questions sur cet objet-là. Mais bon, Voilà, il faut quand même... c'est-à-dire que là, on n'est plus tellement dans la relation, pour moi, à cet endroit-là, on n'était plus tellement dans la relation avec la réalité, mais plutôt dans la relation, enfin, dans la capacité, l'analyse de la capacité du modèle à prédire certaines choses, à pouvoir dire des choses intéressantes, et surtout pour l'observateur B étoile. Bon, c'est un premier point intéressant. Alors, pour revenir sur la qualité du document, tout est très bien ficelé au niveau motivation, périmètre de l'approche, donc SES, DEVS, etc. Et ça dénote d'une rigueur scientifique très claire. Mais par contre, peut-être le petit reproche que j'aurais à faire, c'est que justement, c'est tellement bien ciblé et bien... les contours sont tellement bien définis qu'il m'a manqué peut-être une perspective par rapport à qu'est-ce que je peux récupérer de l'approche si, par exemple, je la considère en dehors de DEVS. C'est-à-dire que la manière dont vous utilisez DEVS est très très bien expliquée, et ça a beaucoup de bonnes propriétés qui vous permettent d'aller vers votre objectif. Mais maintenant
j'aimerais savoir si, une fois sorti de ce type de formalisation, parce qu'il me semble que moi, si j'ai envie de récupérer une idée un peu plus générale sur le modèle de modèle, etc., il y a quelque chose. J'aimerais avoir vos perspectives sur ce plan-là. Je pense qu'en effet, le fait que la triade de triade puisse être utilisée en dehors de devs, j'en ai parlé tout à l'heure parce que je disais même que ça pouvait être utilisé en dehors de la simulation. Mais je pense aussi que le type de modèle T-étoile que j'ai décrit avec devs, donc type de modèle de système dynamique que j'ai décrit avec devs, on n'est pas nécessairement à représenter en devs. On pourrait très bien imaginer un type de modèle T-étoile en temps discret avec une plateforme de modélisation multi-agent par exemple. L'avantage que j'ai trouvé à Devs et l'intérêt, c'est que ce cadre-ci là, de T', il est tellement conceptuel que c'est un peu dangereux. Enfin, c'est un peu vite fait de mettre des liens et d'avoir un programme qui tourne. Et en fait, ce que j'ai plus utilisé, même que Dev, c'est plus la théorie de la modélisation et de la simulation et qui formalise vraiment l'écoulement du temps et les interactions entre les objets. Maintenant, pour quelqu'un qui maîtrise bien ces notions, c'est pas nécessaire de le coder en devs, quoi, ou d'utiliser même l'outil informatique que j'ai développé, quoi, ou que j'ai formalisé dans le chapitre 3. Mais par contre, je pense que ça pose une base rigoureuse pour justement après pouvoir délimiter ce que je peux dire et ce que je peux pas dire sur les triades de triades, quoi. D'accord. C'était sur la démarche, effectivement. Et alors moi, je vais terminer par une dernière question, peut-être un petit peu... donc pour sortir encore une fois du contexte devs, etc. Moi, je m'intéresse à des systèmes où A étoile préexiste carrément à A, c'est-à-dire dans le cas de la vie artificielle. Celui-là ? Non, on sort de là. Certains, en vie artificielle, on va concevoir un système en écrivant d'abord son modèle, et puis en le faisant tourner. Donc, pour X raisons. Donc là, il n'y a plus tellement de liens. Enfin, on peut parler de système source quand même, puisqu'on l'a dans la tête. Et justement, j'aimerais savoir, dans un cas comme ça, où A étoile est presque mécaniquement égal à A, qu'est-ce qui va rester de toute cette approche, ou comment elle doit être transformée pour pouvoir être déclinée de manière élégante? Vous voyez où je veux en venir? Je le vois à peu près, mais alors pour donner une réponse... parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce cadre-là, justement, je me suis basé dessus, parce que dans le cadre de l'étude des socio-écosystèmes, les modèles qu'on construit là, on les connaît, la relation à l'objet, typiquement en épidémiologie, d'épidémiosurveillance, de contrôle, etc., on les connaît aussi. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était facile, entre guillemets, de construire ou d'imaginer le modèle T-étoile. Dans un cas où on construit un modèle A étoile pour se poser des questions sur un objet A qui est imaginaire, parce que c'est un peu ce que vous faites, c'est ce que j'essaie de dire en perspective, dans ma feuille perspective du cadre conceptuel, c'est que oui, a priori, on pourrait quand même se poser des questions sur cette démarche-là, et donc en construire un modèle. Mais on rentrerait dans des modèles dans lesquels on décrit comment vous avez imaginé l'objet A, et quelle interaction vous avez, comment vous pouvez modifier l'image que vous avez de votre objet A en fonction du modèle que vous simulez. Donc je pense qu'au niveau conceptuel, le cadre, il est intéressant, parce que donc, vous allez vous demander, bon, moi je suis un chercheur, j'ai telle expérience, donc je vais avoir ce type d'idée de ce que pourrait être un être vivant artificiel. Donc je vais construire ce type de modèle pour tester si cet être vivant artificiel, il a bien les caractéristiques qu'on a définies pour la vie, l'ensemble des caractéristiques qu'on a définies pour la vie artificielle. Mais alors pour modéliser tout ça, ouais. Je pense que par contre, excusez-moi, je dirais intuitivement que c'est oui. possible.
je pense que c'est possible au moins sur le papier, quoi. Après, faire un modèle de système dynamique, là, pour le coup, utiliser Devs, ça me paraît, je pense qu'on en est pas là. Mais par contre, sur le papier, d'écrire une représentation ontologique, par exemple, des concepts dans chacun des objets et l'interaction peut-être avec est-ce que vous êtes vraiment capable de modifier complètement l'image que vous avez d'un système artificiel vivant ou pas. Ça, on peut essayer de déterminer les différents de conceptualiser les différents déterminants qui vont vous prendre vos décisions là-dessus et les interactions qu'il y a avec les concepts qui sont dans votre esprit et comment ça vous fait changer de modèle informatique. Voilà. Ah non, mais c'est très intéressant parce que justement, au jour d'aujourd'hui, par exemple en vie artificielle, il y a quelque chose qui va devenir très important, c'est que l'humain rentre dans la boucle. Et donc, pour interagir avec le... Oui, voilà, on va prendre des décisions justement sur le modèle et qu'il va falloir être capable d'évaluer dans quelle mesure on l'a transformé par rapport à ce qu'il y avait de préexistant, etc. Bon, en tout cas, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Le document était très intéressant, il faisait se poser des questions très intéressantes, donc je vous félicite encore une fois pour à la fois la présentation et le document. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci bien. Et on va passer à l'intervenant suivant qui est mon voisin de gauche, François Roger. Merci, Monsieur le Président. Bruno, tout d'abord, merci de m'avoir invité en tant qu'épidémiologiste, en tant que thématicien, comme vous dites. Merci. Alors, je vais d'abord prendre ma casquette de responsable Agir, de l'unité Agir. Je pense que effectivement, ça a été souligné par un des rapporteurs. Tu t'es très bien intégré dans l'équipe, dans la communauté d'écologues, d'épidémiologistes. Ça a très bien fonctionné, à la fois à Montpellier et puis lors de ton séjour en Asie, tu es allé un petit peu sur le terrain. Je pense, pour moi, c'était nécessaire d'aller voir un petit peu comment fonctionnait un système de surveillance sur le terrain au Vietnam. Donc voilà, une très bonne intégration dans une communauté qui n'était pas la tienne. Et puis je tiens à souligner également que, à mon avis, l'interaction avec l'unité Green s'est très bien déroulée. Et je pense que l'on va pouvoir continuer autour de la modélisation en écologie, en épidémiologie. Donc ça a été une première expérience très intéressante. Nous avons eu aussi dans ce domaine-là une autre expérience avec l'IRD, avec Édouard Amouroux qui est dans la salle, informaticien, et Stéphanie Devaux, épidémiologiste au Vietnam, avec un binôme qui, à mes yeux aussi, a très bien fonctionné. Donc pour nous, des choses assez nouvelles, on va dire, mais voilà, pleines de promesses. Alors en épidémiologie, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus des modèles pour mieux comprendre un cycle, un pattern de maladies, pour prendre des décisions, vacciner, pas vacciner, à quel niveau on va vacciner, etc. Mais ce qui est relativement nouveau, et c'est ce qu'on voulait développer dans le programme Revasia, et ce qu'on a fait donc avec toi, c'est de travailler sur la modélisation des systèmes de surveillance. Et ça, c'est pas forcément évident, même si à la base, un système de surveillance est un réseau d'acteurs, donc on se dit qu'il doit y avoir des techniques de modélisation, bien entendu. Donc je pense que ton travail est très intéressant de ce point de vue-là. Mais j'en viens à ma première question, c'est-à-dire que on utilise des modèles, on travaille avec des modélisateurs. Là, tu nous as présenté un modèle et un modèle de modèle. Comment, tu l'as un petit peu évoqué, comment mieux communiquer avec les thématiciens, les épidémiologistes. Donc toi, tu t'es bien intégré dans la communauté d'épidémios, mais est-ce que tu penses que les épidémios autour de toi ont bien compris ce que tu as fait, ce que tu voulais faire? Est-ce qu'il y a eu une véritable interaction? Tu as parlé aussi tout à l'heure, ça m'a un petit peu fait bondir, je crois que Benoît aussi, que les services vétérinaires utilisaient le R0. Je pense qu'on en est très loin. Je pense que la plupart ne connaissent pas la définition, la notion, sauf peut-être
des gens comme Stéphanie qui sont passés par une phase de thèse chez nous et qui reviennent au service vétérinaire. C'est aussi l'avantage de ce type de formation. Mais on est plutôt là dans la communauté de chercheurs de l'ANSES, de l'INRA, du CIRAD, de l'université qui vont travailler sur le R0 et qui vont avoir aussi du mal à expliquer cela au service vétérinaire. Donc sur la communication entre thématiciens et informaticiens, de par ton expérience durant ces dernières années, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, oui, merci pour la remarque sur les services vétérinaires. Je sais qu'ils n'utilisent pas directement le R0, mais j'imagine qu'ils... Enfin, dans le manuscrit, je pense que c'est ce que je dis, c'est qu'ils interagissent avec des équipes de recherche qui, elles, se basent sur des modèles pour prendre les décisions, quoi. Après, là, c'est très schématique. Enfin, au niveau de mon travail dans l'équipe, je pense que je suis resté à ce niveau-là, au niveau de la triade T, et au niveau de savoir comment modéliser, enfin, si je peux décrire même sur ce schéma, mes interactions avec l'équipe, c'est comment modéliser un système épidémiologique pour prendre des décisions de contrôle. Et donc, c'est ce dont on a travaillé avec Mathilde, par exemple, ou Timothée et les gens de Revasia en Thaïlande, sur la construction d'un modèle épidémiologique qui permette de calculer le rayon d'intervention pour la destruction d'un foyer de grippe aviaire en Thaïlande. Donc, ces discussions-là, elles m'ont beaucoup intéressé. Et, j'en ai eu beaucoup avec les membres de l'équipe Agir. Et également, puisque ma thèse à la base était axée sur la modélisation des systèmes de surveillance, des questions à ce niveau-là, où on construit un modèle de la surveillance et de l'interaction et un modèle du système, et on va modéliser cette interaction pour essayer de voir, par exemple, si les techniques de capture-recapture, de surveillance par capture-recapture, permettent de bien approximer la prévalence qu'il y a dans un système en fonction d'un type de système ou d'un autre. Donc il y avait un thésard, Timothée Vergne, qui faisait sa thèse qui est présent dans la salle et qui fait sa thèse sur les méthodes de capture-recapture. Et donc il a utilisé ces méthodes statistiques sur le terrain, et on a commencé à construire un modèle pour les tester sur des modèles virtuels. Donc c'est comme ça que j'ai beaucoup pu interagir avec les membres de l'équipe, et je pense que c'est un peu la place d'un chercheur en modélisation dans une équipe telle que Agir ou Green, par exemple. Mais après, moi, je faisais une thèse en informatique, donc j'avais besoin de réfléchir sur le côté informatique et pas sur le côté épidémio de la définition de ces systèmes-ci, quoi. Et donc j'avais plutôt envie de réfléchir sur l'utilisation d'un modèle. Donc par contre, ce cadre ici de triade, c'est vrai que pour l'équipe Agir, je l'ai présenté que très tard, quoi. Parce qu'il m'est arrivé aussi que très tard. Parce qu'avant, je ne disposais pas de ce cadre et je faisais des modèles et je n'arrivais pas à l'expliquer. C'était clair dans ma tête, plus ou moins. Mais, donc voilà, donc l'interaction à ce niveau-là et dans cette triade-là a été riche. Et je pense que c'est la place d'un chercheur en modélisation, quoi. Après, ces questionnements-là, il va plus être au niveau des discussions que j'ai avec Raphaël ou Jean-Pierre ou Christophe ou les gens qui sont plus du côté modélisation que thématicien. Pour aller peut-être un peu plus loin dans ce questionnement, j'ai une question de thématicien, mais qui va peut-être rejoindre des problématiques de modélisation. Dans ton document, tu parles de résilience des systèmes, des socio-écosystèmes.
il y a une chose qui m'intéresse, je pense, qui va nous intéresser, nous occuper, c'est ce qui est aussi un peu nouveau comme la modélisation des systèmes de surveillance, c'est la résilience des systèmes de surveillance. C'est-à-dire qu'un système de surveillance, c'est encore une fois un jeu d'acteurs qui peut être soumis à des aléas extérieurs. J'ai pensé à ça en voyant le problème des inondations en Thaïlande, qui a désorganisé des systèmes de santé. Donc ça peut être aussi des crises économiques, des crises politiques, ou aussi une crise sanitaire. Et là, on rentre peut-être dans une espèce de boucle, c'est-à-dire une crise sanitaire importante va désorganiser le système de surveillance. Est-ce que, alors là, c'est une question, oui, vraiment de thématicien, comment modéliser, utiliser les modèles ou des modèles de modèles pour raisonner sur la résilience des systèmes de surveillance? Je pense que c'est une question difficile, mais déjà un point sur ce sujet, c'est que donc j'étais entre les deux équipes Agir et Green, et Green il s'intéresse sur il s'intéresse à la gestion et à la compréhension des socio-écosystèmes, et donc il y a tout un tas de notions qu'ils utilisent et qui sont bien définies pour l'étude de ce type de système. Et donc c'est notamment le cas pour la résilience, qui est une notion la résilience des socio-écosystèmes, dont j'ai entendu parler, mais que je ne maîtrise pas complètement, quoi. Et moi, je pense que ça, il y a plein de similitudes entre les approches qui peuvent être faites sur les socio-écosystèmes et les approches qui peuvent être menées en épidémiologie. Donc, je pense que c'est une question intéressante. De là à y répondre. Peut-être pas aujourd'hui. Il faudrait déjà disposer. Alors, dans ma thèse qui portait sur la modélisation des systèmes de surveillance, j'ai finalement modélisé que l'observation qui était implémentée par les systèmes de surveillance, et pas le système de surveillance lui-même en représentant l'interaction entre les acteurs, etc. Et pour étudier la résilience d'un système de surveillance, c'est ça qu'il faudrait faire. Et il faudrait... et ça mobiliserait, à mon sens, pas mal de personnes, notamment des sociologues et des économistes, et qui puissent modéliser ces dynamiques de réseau d'acteurs, quoi. Et voilà, donc c'est au niveau thématique que c'est difficile aussi. Très bien, mais écoute, je te remercie. Je te félicite encore pour le travail effectué. Je crois que tu as mis le point aussi sur une question un petit peu, pas philosophique, mais presque. En épidémiologie, en écologie, on est dans l'observation, dans l'observationnel, dans le non reproductible, sauf exception. De temps en temps, on fait de l'épidémio, ce qu'on appelle de l'épidémio évaluative. On va appliquer, par exemple, une vaccination sur une sous-population et pas sur une autre. Mais en général, effectivement, on est dans l'observation, ce qui pose des tas de problèmes en termes de causalité, etc. Et les modèles sont pour nous vraiment très, très, très intéressants et nécessaires. Donc, encore une fois, bravo pour le travail effectué. Merci, François. Et à bientôt, j'espère. Merci, François. Et l'intervenant suivant, c'est Raphaël Dubos, qui était co-encadrant de ton travail, comme tu le sais. Moi, j'ai beaucoup de questions. Non, en 3 ans, j'ai dû à peu près tout poser comme question. Je ne vais pas recommencer, on ne va pas refaire les discussions nombreuses qu'on a eues. Et oui, vraiment, je te félicite parce que c'était pas gagné. Et bon, tu as réussi un tour de force, c'est vraiment, vraiment bravo. Voilà. Ça, merci. Non, c'est grâce à toi, Raphaël. On va continuer comme ça. Bon, alors, je vais répondre à François là, sur la résilience. Alors, la théorie de la viabilité, c'est étudié par Guillaume Defiant, notamment, dans le laboratoire où Bruno va aller faire un postdoc. Donc bon, voilà, il y a peut-être des ponts à tisser entre les deux équipes. J'espère que ça se fera. En tout cas. J'espère aussi. Alors ta présentation, là, alors moi c'est vrai, j'ai eu peur parce que tu m'as dit, je vais utiliser un nouvel outil. Et il y a 4 jours. Et bon, je suis vraiment content parce que ça sert le discours. Et moi, c'est ce que je voulais. Et notamment les aspects de composition hiérarchique, Devs, pour ceux qui connaissent.
c'est rendu par ces effets de zoom où on plonge dans les systèmes, etc. Et les aspects récursifs aussi, finalement, sont assez bien illustrés Bon, c'est des choix que tu as fait aussi, hein, c'est pas que l'outil. C'est aussi toi qui l'utilises, l'outil. Donc ça c'était chouette. Parler du CIRAD aussi, qui est vraiment un endroit privilégié pour faire émerger ce type de questions. C'est que on a la chance de travailler dans des équipes thématiques, en tant que modélisateur, chercheur en modélisation, on va dire. Et c'est à partir des questions qui nous sont posées par les vétérinaires, par les épidémiologistes, par les écologues, qu'on est obligé de formaliser des choses qui, a priori, on ne penserait peut-être pas à finir sur ce type de choses si on n'avait pas des questions difficiles parce qu'ancrées dans le concret. Alors, comme on est modélisateur, on a envie de s'en détacher vite. Donc on construit un modèle de la réalité et on travaille dessus. Mais donc ça, c'est vraiment un endroit privilégié pour ça. Ça c'est vraiment. Et ta thèse, elle a quelque chose de très intelligence artificielle. Alors, tu n'en as pas du tout parlé. Et bon, je sais pourquoi, je ne sais pas. Mais je voulais quand même souligner ça. C'est que tu as une approche très IA. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est de la modélisation des systèmes dynamiques. Donc, a priori, l'intelligence artificielle là-dedans. Mais tu parles de représentation, de métamodélisation, se poser la question du sens, etc. Et de sa représentation et de la relation qu'on a à l'utilisation d'un objet. C'est des questions, c'est très IA. Mais tu y réponds en utilisant la TMS. Enfin, tu illustres en tout cas une proposition en utilisant la TMS. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Bon, moi, je suis très content. Merci. Moi aussi. Bon, alors. je vais m'arrêter là. Et puis, voilà. Merci Raphaël. Et je passe pour finir la parole à ton directeur de thèse. Pas pour finir, ce sera moi qui finirai, c'est vrai. Merci, Monsieur le Président. Alors, que dire de tout ça? Alors, la première chose, d'abord, j'aimerais remercier le jury d'être venu et d'avoir accepté de faire ce travail sur la thèse de Bruno. Je devrais parler que de Bruno, donc je ferai juste une courte parenthèse sur le jury, parce qu'on a eu la chance d'avoir Fred Garcia, qui est à l'origine de l'utilisation des théories de la modélisation et de la simulation et de devs à l'INRA. En plus qui a accepté d'être rapporteur alors que je n'avais pas réalisé qu'il venait d'être nommé directeur du MIA, du département MIA de l'INRA. Donc merci d'avoir fait le travail malgré la charge que ça peut représenter. De remercier aussi Mamadou, c'était vraiment super, même s'il n'est pas là, donc ce sera... Allô? Oui, c'est bon. De remercier Mamadou, même s'il est plus là, il a dû partir en coup de vent. Ça n'a pas été facile, parce que c'est aussi une des personnes en France qui réfléchit sur la théorie de la modélisation et de la simulation, en lien d'ailleurs avec les pères fondateurs. Je voulais aussi, je voulais pas que Benoît échappe à ça, de raconter une petite anecdote sur Benoît, parce que Benoît a soutenu sa thèse il y a 16 ans sur l'épidémiologie de la fièvre afteuse, et dans son jury de thèse, il y avait deux rapporteurs absolument insupportables, à savoir moi et Jacques Ferber. Et quand il a présenté sa thèse, parce qu'il travaillait sur un cas réel de thématiciens où il y avait des vrais problèmes à résoudre, eh ben, il nous a inventé les systèmes multi-agents organisationnels qui ont donné lieu après à ce que Jacques Ferber a fait avec AGR et les utilisations aussi que j'en ai fait. J'ai à ma gauche le doctorant deuxième génération qui est issu pratiquement des travaux de Benoît. Donc ça fait 16 ans qu'on ne s'était pas vu. Je suis très heureux d'avoir Benoît dans le jury pour pouvoir lui dire qu'il a été à l'origine de tout un courant dans le domaine des systèmes multi-agents. Et donc en plus il est là. C'est très bien. Et puis merci évidemment à Fabien qui représente notre lien avec le LIRM, qu'on cherche toujours à épaissir vu les intérêts que nous croisons. Mais je reviens à toi Bruno, parce que tu es quand même au centre de la chose. Alors Bruno, donc ça fait
Combien d'années qu'on se connaît? Tu as fait ton Six au moins. travail d'ingénieur, tu as fait ton travail de master, tu as été sur un contrat, tu as fait la thèse et tout ça. Bruno, j'ai découvert un vrai modélisateur. Donc quelqu'un qui se plonge vraiment dans le domaine des thématiciens avec qui il travaille. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'a montré en répondant par exemple à François. Qui va à fond et qui va aller chercher un peu dans tous les coins. Et puis, donc, il a fait une présentation qui permet vraiment de façon pédagogique et synthétique de dire ce sur quoi il a travaillé, les idées qu'il défend. Mais évidemment, ça ne rend pas grâce de l'énorme quantité de travail qu'il a fait tout au long de sa thèse. Sur les problèmes de probabilité et statistique, ça c'est pour répondre à Fred. il a travaillé là-dessus, il a réfléchi là-dessus, à un tel point qu'évidemment après rassembler tout ça, c'était pas forcément évident. Il est arrivé effectivement tu es arrivé Bruno, à faire ce modèle conceptuel et à prendre du recul par rapport à ça. Et ça me fait très très plaisir. D'avoir travaillé avec toi. Merci. Je pense que tu as beaucoup de modestie ou plus précisément beaucoup de doutes, et le doute c'est le moteur des vrais chercheurs. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont insisté pour le fait de dire. Et sur cette présentation, il y a encore un élément supplémentaire. J'ai trouvé que tu as pris vraiment de la maturité par rapport à ton travail. Donc, c'est plus que dans l'encapsulation, dans la notion de la triade, c'est vraiment une maturité que tu as et un recul que tu as par rapport à ta pratique de chercheur. Et tout ce que je peux te souhaiter, c'est que tu trouves un poste à la hauteur de ce que tu es capable de donner et d'offrir. Par exemple. Alors, j'avais quand même une question. Est-ce que tu peux revenir sur la triade de triade ? Parce que je vais quand même en poser une, hein. Même si je pourrais dire comme Raphaël que j'ai déjà posé plein de questions par rapport à ça. Il y a quand même un certain nombre d'interventions qui sont venues sur la relation mystérieuse entre A étoile C et A, c'est-à-dire le fait que A, c'est cette réalité inaccessible, non reproductible, non expérimentable, et puis on en fait un modèle. Alors, moi, ce que je comprends de ça, c'est que quelque part, on utilise ce modèle de triade pour faire du raisonnement. Et c'est ça aussi un des intérêts de ce système, c'est-à-dire que c'est quelque chose du genre, si la réalité se comporte à peu près comme A étoile C, voilà ce que je vais pouvoir dire de A étoile étoile. C'est en gros un raisonnement de ce genre-là. Donc du coup, ça évacue le problème de la validité ou de l'évaluation. C'est si A étoile est ce qui se passe dans le vrai, alors. Mais si on pose des questions, si on pose la chose de cette façon-là, alors à ce moment-là, les analyses de sensibilité, les explorations de scénarios, je ne le ferai pas sur A étoile étoile, je le ferai sur A étoile C. Et j'en ai fait. Si on regarde. Voilà. Non. Oui. Là, en fait, quand j'ai fait... ça, c'est le modèle T étoile. Et j'ai aussi pris différentes modalités pour le modèle de système cible, qui sont... Oh non, ils sont là. Non, c'est pas là qu'on veut aller. C'est pas ça. Pardon. Le plan Parce que tu vois, d'expérience. ça te permettrait de dire quelque chose du genre, C'est con. toute chose étant égale par ailleurs, mon modèle marchera de toute façon pas mal, par exemple. Je suis tout à fait d'accord. Et on a testé le taux de transmission du modèle de système cible pour une valeur rapide, une valeur lente. Voilà. Ouais. mais du coup, c'est généralisable, parce qu'il y a ce truc Ouais. génial, le fait d'avoir un modèle de modèle, avec ton modèle de triade, ça fait que du coup, tu peux à la fois faire des analyses de sensibilité sur tes modèles, sur ta façon d'utiliser tes modèles, et en même temps aussi sur les hypothèses que tu fais sur la réalité.
Et donc, du coup, ça évacue le problème de la validation d'une certaine façon. Donc, ça ouvre encore une perspective supplémentaire et ça permet d'aller dans le sens des remarques qui ont déjà été faites. C'est à quel point ton travail ouvre beaucoup de perspectives. Donc, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Merci pour les moments d'échange qu'on a eus et je repasse la parole à notre président. Voilà, donc j'ai quand même parlé un peu, effectivement. Donc, merci à nouveau de m'avoir invité. Moi, j'ai été, comme tout le monde, très, très intéressé par le manuscrit. Et alors, la présentation, on m'avait dit... il y avait eu des fuites quand même. Hein. On m'avait dit, tu vas voir, ça va être super. Alors, effectivement, ben voilà, c'était super. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, je vais peut-être repartir un peu sur les aspects épidémiaux et modèles. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, d'abord, dans l'approche que tu proposes, au moins pour l'application surveillance, c'est qu'en fait, ça peut fonctionner que si on connecte surveillance et contrôle. Si on fait que regarder, on peut pas dire grand-chose et il faut qu'il y ait une boucle une prise de décision, une boucle de rétroaction. Alors, ça éveille des choses pour quelqu'un comme moi qui bosse à l'ANSES, par exemple, parce que la tendance actuelle en matière de santé animale, en tout cas, c'est de dissocier, de santé tout court d'ailleurs, je pense, c'est de dissocier tout ce qui est évaluation de risque et tout ce qui est gestion de risque. Donc, en fait, on dissocie structurellement la surveillance du contrôle et on s'aperçoit à la longue que finalement on construit un peu des usines à gaz comme ça parce que y a des interactions qui se faisaient à la fin qui ne se font plus. Et donc je trouve ça intéressant de montrer, comme tu le fais, que si on reconnecte de façon étroite surveillance et contrôle par le biais de modèles, eh ben on peut produire des résultats bien intéressants. Deuxième point, eh ben oui, alors peut-être je vais refaire un petit passage sur cette histoire de validation de A étoile C par rapport à A, parce que je partage assez l'opinion de Jean-Pierre et ce que je trouve intéressant, c'est que moi je travaille sur des questions où en fait, si on les traduit en tant que formalisme, ce qui se passe, c'est qu'on a éventuellement plusieurs modèles concurrents à étoile C, dont on ne sait pas lequel est le bon, et qui peuvent être dans des formalismes différents ou avec des objets différents. Et ce qu'on cherche, c'est une boucle de prise de décision, donc quelque chose qui est plus vers le haut, là, qui marche tout le temps. Par exemple, pour arrêter une épidémie ou pour contrôler une maladie. Et donc, je trouve ça intéressant, l'approche que tu proposes, parce que justement, on peut expliciter de façon très claire ce type de questionnement. Et donc du coup, parce que si on part par là, c'est plus tellement important de savoir si le modèle est valide ou pas. Et ce qu'il faut quand même garantir, c'est que les différents modèles qu'on propose couvrent à peu près toutes les différentes façons dont on pense que l'objet épidémiologique doit pouvoir être représenté. Après, savoir lequel est réellement valide, c'est plus tellement important. Et alors que les prises de décision marchent tout le temps. Oui, je suis d'accord. En faisant varier les différentes possibilités de A étoile C, on peut voir jusqu'où on pourra les contrôler, enfin dans quelle mesure on peut les contrôler avec un même modèle A étoile étoile et un même mode de relation entre l'objet et le modèle. On essaye de garder unique tout ce qui est en haut et on fait varier l'objet en bas. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je sais plus. J'ai perdu mon fil là. Oui, dernier point, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est peut-être des choses que tu as vues dans la biblio, mais l'utilisation des modèles en épidémio pour la prise de décision, c'est quelque chose qui n'a pas toujours très bonne presse. Que par exemple, autour de la fièvre afteuse en Angleterre en 2000, il y a eu des décisions de contrôle qui ont été prises sur la base de résultats de modèles et ça a donné des résultats, en pratique des résultats très concrets pour les éleveurs et qui n'étaient pas toujours formidables. Et ça a été beaucoup critiqué depuis, en tout cas. Alors bien sûr, on ne peut pas rentrer dans ton travail tous les problèmes de compétition entre équipes scientifiques et de course à la publication qui ont sans doute un peu motivé ce genre d'état de fait.
Mais en tout cas, encore une fois, en remettant l'observateur et la prise de décision dans le système, et en se cantonnant pas simplement à la calibration d'un modèle de système dynamique à partir de données, ben, je trouve que c'est une manière de réintroduire l'usage des modèles dans la prise de décision qui me paraît beaucoup plus honnête, en tout cas, et sans doute scientifique que ce qu'on fait jusqu'ici. Oui, je suis d'accord. Et aussi, c'est vrai que c'est aussi une des constatations qui m'a amené, qui nous a amené à proposer ce cadre, quoi. C'est aussi que, comme ça, justement, le cas de la fièvre afteuse, c'est pas le seul. Dans ma thèse, je cite le cas de la gestion des crises économiques, et qui utilise aussi des modèles économiques dans lesquels ils croient complètement et qui leur font prendre des décisions. Et je pense qu'avec ce type d'outils, on peut au moins construire des scénarios dans lesquels on montre des effets négatifs de l'utilisation de modèles pour gérer une situation, quoi. Et ne serait-ce que ça comme résultat, juste de monter même sur un seul cas, sans faire de plan d'expérience, d'analyse statistique et tout, je pense que c'est une puissance de discours qui est importante et qu'il faut mettre à disposition, quoi. Oui, tout à fait. Ok, ben écoute, pour finir, je voudrais à nouveau te remercier pour la qualité de l'exposé du manuscrit. Merci. Et voilà, D'accord. bravo. Bon, ben maintenant, on va demander à la salle de quitter la salle pour que nous puissions délibérer.